Avant de démarrer l'épisode, pour continuer à faire vivre le podcast, j'ai mis en place un partenariat commercial avec FitCuff. Mais vous le savez, je suis intransigeant sur la rigueur scientifique. Et je n'ai accepté de m'associer avec eux que parce que leur méthode est incontournable et validée. Le BFR, ou Blood Flow Restriction, permet d'induire des gains de force et d'hypertrophie similaires à un entraînement lourd mais avec des charges légères. C'est idéal pour minimiser le stress mécanique sur les articulations. Si je recommande FitCuff, c'est parce qu'ils offrent un matériel de qualité et d'une grande fiabilité clinique à un prix très accessible. Vous retrouverez un code promo sur Instagram ou en description de ce podcast. Bonne écoute à tous. Salut à tous et bienvenue dans Physiodry. Petit point rapide sur les actualités du podcast. Le dernier épisode sur la planification, il a super bien marché. Donc déjà, un grand merci pour tous vos retours. Dans les prochains épisodes, on retrouvera Delphine Marie Yoga pour parler des étirements. On retrouvera aussi Étienne de BIP pour un épisode sur les marqueurs de la performance en course à pied. On aura un épisode aussi avec Elodie autour du marathon de New York et un autre avec Germain Grangier pour parler un peu de son suivi au cabinet. On a encore d'autres surprises à venir et aujourd'hui, on change un petit peu de registre avec un épisode autour du changement de vie, autour du dépassement de soi et tout ce que le sport peut transformer quand on décide de vraiment s'y mettre. Alors pour en parler, je reçois Benoît. Benoît, c'est un pote qui a décidé de partir de zéro et de se lancer dans un sport aussi exigeant que le triathlon passé la trentaine. Bonne écoute à tous. Salut à tous et salut Benoît. Alors merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode. Donc avant qu'on commence, je veux savoir comment est-ce que tu vas. Mais écoute, salut Flo, déjà merci pour l'invitation et puis ça va très bien, tout va bien en ce moment. Alors avant de lancer l'épisode, on va essayer de faire un petit peu connaissance. Tu partages ta date de naissance avec Didier Deschamps et David Trezeguet. Tu es né le 15 octobre 1984. Du coup, je me demande pourquoi t'as pas fait carrière dans le foot avec une date de naissance. Alors en fait, c'est parce que je leur ai laissé tout mon talent. Du coup, j'ai pas grand-chose en foot malheureusement. Mais tant mieux, ils nous ont rapporté des belles coupes eux deux. Des belles victoires. Exactement. Pour résumer un peu ton histoire pour ceux qui te connaissent pas, parce que moi je te connais depuis longtemps, je vais citer, alors je vais paraître un peu pour quelqu'un de littéraire, mais je vais citer Churchill qui disait mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. Est-ce qu'on peut dire que ça résume assez bien ton histoire? Ouais, c'est beau hein, déjà. C'est une belle phrase. C'est une belle phrase. Ce n'est pas de moi. Ce n'est pas de moi et je l'ai cherché assez facilement. Donc. Mais c'est bien que tu sortes toute ta culture comme ça. J'ai plein de citations. Non, écoute, ouais, ça résume assez bien. Ça résume assez bien mon expérience sportive, on va dire. Je pense qu'on pourra le développer un petit peu tout au long du podcast. Mais effectivement, ça arrive assez bien mon histoire depuis 5-6 ans. Donc nous, là, en ce moment, en 2026, tu as fait déjà 4 Alpha Ironman. Si on t'avait dit ça en 2018, quand tu as commencé à faire du sport à fond, comment est-ce que tu aurais réagi? J'aurais pas forcément cru, effectivement. Mais pour faire une autre citation un peu bateau, l'appétit vient en mangeant. C'est pas sûr, toi, par contre. Non, c'est pas, non, c'est Carlos. Ouais, exactement. On n'est pas sur la même référence. Non, mais c'est vrai que j'ai commencé directement le sport par le triathlon et assez tardivement. On pourra y revenir sur les raisons et sur le pourquoi. Et assez vite, en fait, j'ai voulu franchir des étapes assez importantes entre guillemets. Je suis pas encore passé sur le full Ironman. Je pense que c'est encore un autre niveau, mais je suis déjà content de ce que j'ai réussi à accomplir en quelques années. Et en dehors du sport, comment est-ce que tu peux te définir? Qui est Benoît? Benoît, c'est un bon vivant. Un très bon vivant. Un très bon vivant, qui aime la vie, qui aime voir ses amis, qui a 2 enfants, une femme, qui est mariée depuis. Ne trompe pas.
Te trompe pas, elle nous écoute. Exactement, non, c'est le 15 juin 2013. donc quasiment 13 ans. Écoute, voilà, en dehors du sport, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. J'ai un métier prenant. Je travaille dans le loisir sportif. Je vais pas citer de marque pour pas faire de pub, mais je me balade un peu partout. Il y a personne qui va nous dire grand chose. D'accord. Bah, je vais le dire, ça me fait un peu de pub. Chez Urban Soccer et Urban Padel, je suis responsable adjoint des opérations pour le groupe Urban, et donc je me balade un petit peu partout en France. Donc tu travailles dans le milieu du sport surtout. Je travaille dans le milieu du sport, ouais. Effectivement, ça fait 12 ans, et j'adore le sport de manière générale. J'adore le foot, j'adore un petit peu tous les sports. Mais c'est vrai que plus jeune, autant j'adorais le regarder, voilà, j'étais passionné de toutes les compétitions, mais j'étais pas pratiquant régulier, on va dire. Ouais, et assidu. Ouais. Exactement. Alors pour recontextualiser un petit peu ta situation, on fait un petit flashback parce que j'ai parlé de 2018 tout à l'heure. Alors même si on a gagné la Coupe du Monde en 2018, c'est pas pour ça que j'ai parlé de ça. Été 2018, tu pèses 110 kilos, tu fumes exactement. Beaucoup. Combien de paquets à peu près par jour? À peu près un paquet par jour. Un paquet par jour, ouais, c'est ça. Et là, depuis que j'ai 15 ans. Donc en gros, pendant très longtemps. En plus, fumeur de longue date. Et t'as eu un électrochoc. Qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, fin d'été 2018, j'ai déjà un enfant depuis 2014, et ma femme m'annonce qu'elle est enceinte du deuxième. Qui va arriver donc pour avril 2019. Donc super nouvelle, hein, c'est des beaux événements, c'est génial, on attendait, donc c'est super. Et tu t'es dit là, voilà, faut faire quelque chose. Ouais, exactement. Je me suis dit là, mais en fait j'ai déjà un enfant, j'ai du mal à le prendre sur mes épaules pour faire 3 km de marche, de randonnée, de balade. Si je monte 2 étages, je suis essoufflé. Et en fait, c'est pas les valeurs que je veux donner à mes enfants. Et je m'en rends compte. Je m'en rends compte. Ouais, je pense que c'est un déclic, l'annonce de la grossesse, de la seconde grossesse de ma femme. Et je me dis qu'il faut que ça change. Je peux plus fumer autant. Je peux pas continuer à passer à côté de certaines choses et de certaines valeurs sportives entre guillemets que je veux donner à mes enfants. Et donc le déclic il vient de là, tout simplement. Et du coup, tu as choisi le triathlon. Plus simple. Ouais, voilà. Je trouve que c'est hyper original comme choix. Enfin, original et un peu tordu comme choix, parce que toi, tu décides pas de faire un sport, tu décides d'en préparer 3. Après, je sais que t'es à l'aise en natation, mais ouais, pourquoi un triathlon, tu vois, et pas juste la course à pied ou autre chose, hein? Parce qu'en fait, je me dis que quitte à être nul dans un sport, autant être nul dans 3 sports en tant que débutant. Être moyen partout. Exactement. Ouais, même nul au départ en tout cas. Et non, le triathlon, en fait, le truc de départ, c'est que je pense que je me dis intérieurement que j'aime pas courir. Et donc, si je veux me mettre au sport, des sports d'endurance pour pouvoir perdre du poids assez rapidement, il faut que je fasse pas que de la course à pied parce que ça va vite me dégoûter. Donc, et tu risques de te blesser surtout. Exactement. Et donc je me dis, course à pied ça me suffit pas. On va faire directement un triathlon. Et avec un pote qui lui ne savait pas nager ou vraiment très très mal, on s'inscrit très rapidement à un triathlon M, donc distance olympique. Pour ceux qui connaissent pas, même si tes auditeurs sont des férus de sport, c'est 1,5 km de natation, entre 40 et 50 km de vélo, et on finit par 10 km de course à pied. Donc tu t'es inscrit, la course c'était combien de temps après que tu aies décidé de reprendre le sport? La course c'était en juin 2019. Oui, donc du coup tu t'y es mis presque à peu près 6 mois, 6 mois avant. Ouais. C'est ça. Alors, avec mon regard de kiné, au final, je trouve que c'est une super bonne idée de commencer par du triathlon, même si c'est chronophage et que c'est difficile, on y reviendra sur tes préparations.
Mais au final, quand on est en surpoids et on est en difficulté avec ses articulations, bah, d'avoir ce qu'on appelle des activités de transfert, donc on peut continuer à faire du cardio sans mettre en péril un peu ses articulations, bah, c'est hyper malin et c'est hyper intelligent parce que ça permet de gérer la charge sur les tissus de manière vachement plus soft. Donc c'est au final, Alors, tu vois. alors moi, effectivement, tu as totalement raison. Et maintenant que j'ai un peu plus d'expérience, je suis totalement Exactement. d'accord. Mais au départ, Et ça, tu le sais pas tu le sais du pas tout de suite. pour ça que je l'ai fait. Eh Non, oui. effectivement. Mais du coup, j'invite aux personnes qui nous écoutent, qui parfois ont envie d'augmenter les distances ou de s'y mettre tout simplement à la course à pied, bah, de faire ce qu'on appelle un entraînement croisé, de croiser une sortie de course à pied et puis après une sortie en vélo, ou même du vélo en salle, hein, ça peut suffire. C'est déjà pas mal pour commencer en douceur et pouvoir faire du cardio sans se blesser. Du coup, tu t'es inscrit à ce triathlon et comment tu as vécu le regard un peu des autres parce que voilà quand avec le train de vie que tu menais d'annoncer à tes potes ou à ta famille que tu allais te mettre à un triathlon du jour au lendemain, est-ce que ça t'a gêné un peu, est-ce que ça comptait ou pas du tout? Alors, ça m'a pas gêné. Mais effectivement, je pense que dans mon cercle familial et amical, il n'y a pas tout le monde qui a compris au départ. Ils comprenaient la démarche de perte de poids, de se sentir mieux, etc. Mais en fait, passer de vraiment rien à vraiment beaucoup, même si ça a été au départ pas tant que ça par rapport à ce que j'ai pu faire par la suite, mais c'est vrai que ils avaient du mal à comprendre. J'ai jamais été gêné du regard des autres, de quoi que ce soit. En fait, je le fais pour moi. Je savais pourquoi je le faisais. Donc ça me gênait absolument pas. Mais c'est vrai que ben forcément, hein, quand tu as des invitations, Et oui, des apéros, des bonnes bouffes, que tu des dois barbecues, décaler, bien ouais, sûr. exactement. Le lendemain, tu as une sortie un peu longue en vélo, une grosse séance course à pied, et que tu refuses certaines invitations pour ça, bah c'est aussi un changement de vie que tu subis, Tu entre vis ça guillemets, comme une même pression sociale sur le coup? pas forcément au départ. Pas forcément au départ. En fait, j'ai eu plus l'impression de le faire subir à mes proches parfois. Tu vois, de dire, bah non, dimanche matin, on avait prévu ça. Je suis désolé, mais j'ai quand même un triathlon en préparation. Donc, bah non, moi, je le ferai pas. Tu vois, donc c'est... Je peux régulièrement, je peux lire que pour l'entourage, les sports d'endurance sont parfois vécus comme quelque chose d'égoïste. Ouais, je pense que c'est vrai. Et je pense que c'est aussi en partie pour ça que je suis pas passé encore sur Full Ironman. Parce qu'il faut réussir à conserver un équilibre entre la vie perso, familiale, amoureuse et plus un boulot prenant où je suis quand même souvent en déplacement et euh, et réussir quand même à avoir une vie sportive sympa mais sans mettre trop de contraintes à tes proches. Et comment tu vivais quand ouais, ton pote il te dit allez on prend une bière ou tu vois ou on s'en sert encore une, tu vois, c'est quand je parle de pression sociale c'est plus ça que je parle, tu vois, où les gens ils ont pas forcément, même moi hein, j'ai jamais bu beaucoup d'alcool, sauf en Espagne, euh, mais par contre ouais tu vois quand ben ouais toi tu restes à l'eau, presque des fois tu dois t'excuser, tu vois, donc Bah en fait c'est un peu comme quand j'avais décidé d'arrêter la cigarette. Euh, Si tu veux, à partir du moment où je le fais pour moi, je m'en foutais un petit peu des autres. C'est-à-dire que bah, ce soir, j'ai décidé de pas boire, je bois pas. Euh, Après, j'ai jamais arrêté de boire totalement, hein, mais forcément, oui bah, tu le faisais plus deuxième verre, attention. tu vas pas le boire. Un mois avant les courses, moi, j'arrête de boire, mais c'est plus pour éviter tout ce qui est problème de déshydratation, des crampes que j'ai pu avoir sur des courses, etc. Tu sens la Bah, différence quand tu buvais un coup avant une course ou bah, tu sens que forcément, ouais, moi, je suis assez sujet aux crampes. Et, et effectivement, vraiment je mets un protocole en place de 15 jours d'arrêt de l'alcool avant une course longue, hein, je parle d'un Alpha Ironman par exemple, j'ai moins cette sensation de crampes qui peuvent arriver un peu précocement à la course. Tu peux me raconter ta deuxième sortie, ce qui s'est passé?
Alors, deuxième sortie, j'imagine que tu parles de ma course à pied. Donc ouais, donc voilà, on s'inscrit. Tu peux me raconter l'erreur des débutants que tu as fait? Ouais, la classique. Hein. Encore une fois, je m'étais pas du tout documenté sur tout ce qui était sport d'endurance. Pour moi, si tu veux, j'avais signé pour faire ma course en juin. Et puis, je pense que c'était début novembre. J'avais déjà fait une petite sortie de 5-6 kilomètres à pied, alors à mon allure, hein, donc c'était du très 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 lent avec mes 110 kilos à l'époque. Je précise quand même que je mesure 1m90. Donc, ouais, précise. 20m50. Voilà, c'est ça, non, parce que effectivement, sinon le rapport poids-taille peut être étrange. Et donc une sortie de 5 kilomètres qui se passe bien, je souffre forcément, puisque que je te rappelle que à la base, j'aime pas trop la course à pied. Et deuxième sortie, je me dis super, il y a 10 kilomètres à faire à la fin de ce triathlon, donc je vais faire directement 10 kilomètres. Pour voir si je suis capable. Exactement, je le fais tant bien que mal. Mais dès le 6-7e kilomètre, je ressens des énormes douleurs au genou au niveau de la rotule. Et donc, classique, hein, l'erreur de débutant, aucune progressivité, on met tout directement dedans, et forcément, ça se passe pas très bien. Et c'est là qu'on s'est vu très régulièrement juste après. Pendant quelques semaines, voire même quelques mois. Ouais. Mais du coup, je rebondis sur la partie un peu plus technique, tu vois, parce que effectivement, on voit que en biomécanique sportive, au final, chaque kilo que tu as en trop, ça peut représenter jusqu'à 4 kilos de pression supplémentaire sur ta rotule. Donc, si tu as une vingtaine de kilos à perdre, tu vois le ratio qui peut être assez conséquent. Quand toi, t'as perdu tes 30 premiers kilos, est-ce que t'as senti justement une différence quand tu courais? Ouais, forcément. T'es plus léger, ta foulée elle est plus aéro, plus aérienne plutôt, pardon. Donc forcément tu le sens. Après c'est pas parce que tu prends 1 ou 2 kilos que tu vas le sentir automatiquement. Mais je pense que la vraie clé c'est plus la progressivité dans la démarche que j'ai eue et que justement que je n'ai pas eu à ce moment-là. Exactement, et c'est exactement ce que je voulais te faire dire, parce que les gens en surpoids qui sont entraînés à la course à pied, ce n'est pas un problème, parce que leur articulation fonctionne comme ça. Et c'est le message qu'il faut donner quand on entend des gens qui ont des problèmes de genoux, qui ont le surpoids. Si tu as toujours été en surpoids et que tu as couru en surpoids, c'est pas forcément une source de douleur du moment que tu respectes bien une progressivité et une linéarité dans ta progression sur l'augmentation de la charge d'entraînement. Par contre, c'est sûr que si tu es en surpoids et que tu te mets au sport et que tu ne respectes pas de progressivité, là pour le coup, tu peux avoir des répercussions biomécaniques qui sont beaucoup plus délétères que quelqu'un qui est qui n'est pas en surpoids. Donc ça, il y a souvent une incompréhension et quelques divergences d'opinion avec ce qu'on peut entendre. Ouais, surtout que j'ai bien maigri, hein. Mais aujourd'hui, je suis autour de 82-83 kilos, donc j'ai quand même 82-83 kilos à porter quand je cours, et donc je suis pas maigre du tout. J'ai pas le profil d'un coureur marathonien kényan, mais ça se fait très bien, même avec 82 ou 83 kilos, de pouvoir courir longtemps. Et du coup, par rapport à ton entraînement croisé, comment tu gérais tes séances? Comment ça se prépare en fait un Ironman? Ouais, alors déjà effectivement, moi j'ai fait un tout petit peu de natation quand j'étais petit. J'avais jamais fait de vélo, c'est-à-dire que mon premier vélo c'était un VTT d'une grande marque connue française qui commence par un D. Et puis en fait ça se prépare, alors normalement encore une fois il faut de la progressivité et donc on fait étape par étape. Moi j'ai vite essayé d'avoir un planning hebdomadaire de séances. En gros pour un distance M, donc distance olympique, j'essayais de faire à minima 2 séances de course à pied. Semaine. On va dire, ouais, semaine, bien sûr. Entre 6 et 8 kilomètres par séance, puisqu'au final, il y a entre guillemets que 10 kilomètres à faire. C'est toujours entre guillemets, hein. J'ai essayé de faire 2 séances de natation.
au départ entre 1200 et 1700 1800 mètres par séance, et 2 sorties à vélo. Ça représente combien? Ça représente une petite heure? 45 minutes, une heure? En natation? Ouais. Ouais, un petit peu moins même. Un petit peu moins, tu peux les faire assez facilement en une demi-heure. Cette distance-là. Ça dépend comment tu nages, c'est toujours pareil. Mais, et après, en vélo, pareil, 2 séances. Donc, en général, une sortie courte avec un peu d'intensité, une trentaine de kilomètres, et une sortie un peu plus longue, autour des 60-70 kilomètres. Là, je parle encore une fois pour préparer une distance olympique. Oui, on peut le faire avec beaucoup moins. On peut le faire avec beaucoup moins de séances. Ça représente quand même un volume d'entraînement entre 7 et 8 heures par semaine, quand même. Ouais, même un petit peu moins. Un petit peu moins sur une distance M. Je pense que autour de 5 heures. Et du coup, pour ton organisation de vie, comme tu disais, tout ça, il faut le prendre en compte. Exactement. C'est là aussi où on revient sur l'aspect social. Alors, j'ai la chance d'avoir un boulot où je travaille beaucoup en soirée, donc je peux prendre une pause du midi un peu plus longue, ou alors faire mes sorties le matin assez tôt, après avoir amené les enfants à l'école, le week-end aussi, forcément. Beaucoup de séances entre midi et 2. Et donc forcément, ça veut dire moins manger avec ses collègues de travail, faire des choix, en fait, tout simplement. Ouais, mais tu vois, on parle de pression sociale aussi, mais on parle pas aussi. Est-ce que ça a tracté des copains à toi pour se mettre au sport aussi? Totalement. Parce que, tu vois, moi, je sais que j'ai fait le marathon l'année dernière. Là, je vais faire le semi dans quelques semaines. Et autour de moi, j'ai des potes aussi qui, tu vois, j'ai réussi à les tracter dans la boucle. Et maintenant, ils se sont inscrits avec moi et c'était des gens qui couraient pas forcément. Donc, du coup, on parle de, tu vois, je suis à la fois d'accord quand on parle que les sports d'endurance, ça peut être un peu égoïste, mais il y a aussi un lien social qui se crée et du coup tu peux tracter des amis, des potes, de la famille avec toi. Non mais c'est évident. Moi j'ai un super exemple. J'ai mon meilleur ami d'enfance. On est 4 amis d'enfance hyper proches et les 4 se sont mis à faire du footing avec moi pendant très longtemps, et un autre qui a continué le footing et qui en plus maintenant fait des triathlons et a fait Life Ironman l'an dernier avec moi. Donc et pareil, on a tous fait du sport plus jeune ensemble. Lui était pas du tout sport d'endurance, il connaissait rien au vélo, rien à la course à pied, rien à la natation, et pareil, tu vois, il s'y est mis et il est mordu autant que moi. Donc ouais, c'est aussi c'est pas du tout le mot exemple que je voudrais donner, parce que c'est non, mais en tout cas, c'est donner envie aux gens de se bouger, et ça, c'est plutôt cool. C'est une bonne influence. Exactement. Et par rapport à ta perte de poids, tu attribuerais, c'est pas facile comme question, mais tu as attribué combien de pourcentage, de ta perte de poids sur la nutrition ou sur le sport? Est-ce que tu penses que c'est les deux? Est-ce que c'est l'un qui aide l'autre? Alors, c'est un peu tout en même temps. Je pense que c'est les deux. Je saurais pas te dire une proportion 50-50, franchement, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que en faisant du sport très régulièrement, t'as tendance à faire plus attention à ce que tu manges. Même si tu manges plus d'ailleurs, pour ou pas autant gaspiller. qu'avant. Ouais, déjà. Et puis t'as besoin de calories. Mais non, mais c'est surtout pour... Non, pour pas gaspiller ton effort. Exactement. C'est plutôt ça. C'est de se dire... Je me suis embêté à courir 10 bornes, c'est pas pour... Exactement. Tu manges... j'ai pas eu l'impression de me priver de quoi que ce soit. Mais par contre, j'ai eu l'impression que mes assiettes, elles se transformaient au niveau de la couleur. C'est-à-dire qu'elles étaient beaucoup plus vertes. Il y avait beaucoup plus de couleurs. Exactement. Beaucoup plus de légumes, en fait. Et en fait, effectivement, c'est pour pas gâcher les efforts que tu fais dans le sport, dans ta volonté de perdre du poids pour arriver à un niveau que tu trouvais convenable et en adéquation avec ce que tu veux faire dans les sports d'endurance, que tu fais cet effort-là. Moi, j'ai pas du tout senti que c'était comme un effort. Donc on est quand même sur un cercle vachement vertueux entre du côté de tes amis plus ton alimentation. En plus, on sait que du côté de la famille aussi. Je te coupe. Ouais, vas-y. Parce que en fait, du côté de la famille, parce que quelque part, tu vois, j'avais mon premier enfant en 2019, il avait un peu moins de 5 ans. Enfin, il allait avoir 5 ans. Et c'était aussi de la volonté de lui montrer
qu'il fallait bien s'alimenter, faire attention à ce qu'on mangeait. On pouvait faire des écarts, il y a aucun problème. Il n'est pas privé de McDo, de quoi que ce soit. Mais c'est important de bien manger. Et ça aujourd'hui, ça reste. C'est-à-dire qu'il adore les légumes. Mais tu il aime manger de plein de choses. Exactement. On sait que, tu vois, en physiologie, quand on a de la graisse abdominale, et c'est sur ça que j'essaye de sensibiliser les patients, le fait d'avoir de la graisse, ça sécrète des molécules pro-inflammatoires, tu vois. Donc, ça favorise un terrain pour les tendinopathies. Ça se voit très bien chez les femmes, tu vois, qui deviennent ménopausées. Malheureusement, avec le changement hormonal, elles ont du tissu graisseux qui se dépose un peu plus facilement, et ça provoque, tu vois, des tendinopathies à la hanche, des tendinopathies aux épaules, qui sont souvent plus présentes chez les femmes qui sont sur ces âges-là, parce qu'il y a ces molécules pro-inflammatoires. Est-ce que toi, tu l'as senti juste en ayant perdu du poids, que tu avais moins de petites douleurs, tu vois, même d'avoir le quotidien un peu moins perturbé par tu vois, des petites irritations, des petits blocages, des petites tensions? Complètement. Après, je sais pas si c'était lié à des tendinopathies, mais effectivement, le fait que, alors évidemment, les soins d'un très bon kiné, ça aide. mais la perte de poids, je l'ai senti directement, moi, surtout au niveau des genoux, où vraiment, après ma blessure là, bête, j'ai toujours quelques douleurs à droite à gauche, hein, mais je pense que c'est plus l'âge maintenant, hein, mine de rien, j'ai 41 ans. Ça aide forcément en fait d'être plus fit entre guillemets, parce que j'ai encore de la graisse, hein, j'en ai encore beaucoup trop, mais ça aide forcément à éviter certaines blessures, c'est sûr. Et quand on voit ce que tu fumais, et maintenant, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien, dans tes habitudes? Combien de temps, enfin, j'ai plein de questions par rapport à, parce que moi, les gens qui fument, ça me fascine. Mais pas dans le bon sens, mais mais ça me fascine dans le sens où, tout le monde sait que c'est mauvais pour la santé. Enfin, tu vois, ce côté, tu vois, ils vont te dire, c'est l'habitude qui me manque, c'est les moments où, tu vas te faire ton café, il faut que tu allumes ta clope, tu vois, les goûts, les odeurs, même l'odeur corporelle qui change, tu vois, et pareil, le souffle, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu vois de différent par rapport à ton ancienne vie de fumeur? Déjà, le souffle, c'est, je pense, le premier point. C'est-à-dire que, comme quand je te disais tout à l'heure que j'arrivais pas à monter 2 étages à pied sans être essoufflé, aujourd'hui c'est pas du tout le cas, et pour moi c'est ça qui change vraiment, vraiment, vraiment énormément. Sur les goûts, j'ai pas trop ce principe-là. Après, ça fait un moment que j'ai arrêté de fumer, donc peut-être que j'ai oublié le passage du fumeur à non-fumeur. Après, il y a un autre point quand même où je me rends compte peut-être après coup que de toute façon la cigarette évidemment c'est une drogue, hein, et qui dit drogue dit difficile d'arrêter, et ce sentiment de dépendance vis-à-vis de ça. Parfois je me dis quand même que j'ai un petit peu transformé cette addiction à la cigarette en un besoin différent. Ouais, une petite addiction au sport. Alors c'est pas aussi poussé, et heureusement c'est beaucoup moins nocif, mais c'est vrai que si je fais pas de sport pendant 2-3 jours, même un truc basique, je vais être un peu plus irritable, un peu plus énervé, un peu moins bien dans mes pompes, quoi. Et du coup, cette forme de petite bigorexie quand même, tu vois, parce que c'est le fait d'être accro au sport. Est-ce que ça t'a amené à presque frôler le surentraînement? Parce que sur les triathlons, c'est difficile comme tu prépares 3 sports, t'as toujours peut-être l'impression de trop en privilégier un, donc tu veux rattraper, tu vois, t'es toujours obligé de faire les vases communicants. Est-ce que t'as senti un moment que c'était trop, que justement t'en faisais trop? C'est difficile à dire, mais je pense que c'est le petit côté bigorexique. T'as toujours l'impression de pas en faire assez et de jamais être assez préparé aux compétitions. Du coup, tu veux toujours essayer de rattraper le temps perdu que t'as pas fait. Donc ça, c'est peut-être le côté un peu addictif. Après, le fait de, justement, comme on disait tout à l'heure, de
de compenser un sport à impact comme la course à pied par un sport porté comme le vélo ou comme aquatique comme la natation, ça aide, je pense, à éviter des blessures liées au surentraînement. La dernière blessure que j'ai eue, en fait, c'était en faisant une prépa marathon. La dernière grosse blessure que j'ai, c'était une périostite au tibia qu'on a eu du mal à soigner d'ailleurs. Ouais. Personnellement, je pensais que tu avais une fracture de fatigue. Ouais, exactement. Bon, c'était pas une fracture de fatigue, c'était une grosse périostite. Juste avant. Juste avant le marathon, 2 semaines avant le marathon, c'était super. Mais effectivement, je pense que le fait de pouvoir switcher entre les sports, c'est quand même un des gros avantages du triathlon, quelle que soit la distance qu'on prépare, hein, parce que moi j'ai commencé par un M, mais la normalité ça aurait été de commencer par un XS ou un S, oui, en fait, de vraiment monter les étapes petit à petit. Après, attention, moi j'ai du mal avec les distances, parce que les gens ne comprennent pas, quand tu fais du trail par exemple, ils te disent « Oh, t'as fait qu'un 15 bornes », mais tu peux te massacrer sur un 15 bornes. Si oui, tu fais que de l'intensité, donc sur un triathlon XS, si tu le fais à bloc et que tu le fais en 1 heure, tu peux terminer et tu peux vraiment tu peux terminer bien plus fatigué que sur un M par exemple, et bien plus blessé que sur un M, bien sûr, exactement. Mais moi, à mon petit niveau, si tu veux, de toute façon, si ton objectif c'est d'être finisher, bien sûr, ça, je suis d'accord. Exactement. En tout cas, au départ, c'était ça. Après, tu te fixes toujours un petit objectif de temps, même si moi, c'est souvent des temps ridicules par rapport aux élites ou au top 3%, 5% de la course. Tu veux quand même te fixer un petit temps parce que t'es compétiteur et qu'il y a un intérêt derrière ça. Mais effectivement, ouais, ma grosse dernière blessure, c'était sur une prépa marathon. Et je pense que c'était lié à la répétition et l'accumulation d'un seul sport qui joue sur une seule chaîne musculaire, en fait. Ouais. Oui, et pas assez de variabilité. Exactement. Et peut-être un petit manque de renforcement musculaire aussi. Ouais. Ça aussi, tu connais bien, je pense. Oui. Et d'ailleurs, on avait fait un épisode dessus avec Marco. S'il nous écoute, on passe le bonjour. Exactement. On m'a beaucoup appris là-dessus. Dans 10 ans, qu'est-ce que tu veux que tes enfants retiennent de ton parcours? Parce que là, avec tout ce que tu es en train de faire, on peut quand même parler, même si c'est pour le plaisir, mais c'est d'un parcours sportif. Ouais, c'est un parcours très amateur, mais en fait, c'est pas tant c'est pas grave, ça. Courses que j'ai fait. Ouais, non, c'est pas tant les courses que j'ai fait ou les médailles que j'ai à la maison que tu gardes soigneusement comme un bien énorme sûr, trophée, et que tu affiches et que tu demandes à tout le monde de bien les regarder quand ils viennent boire un coup chez toi. Exact. Alors pour la petite histoire, elles sont toutes mes médailles sont affichées sur un porte-médaille dans la chambre. C'est beau. Ma femme est ravie quand elle passe devant à chaque fois, mais elle a accepté de les mettre. Elle a dit oui. Ouais. Qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent? Je veux surtout qu'ils retiennent des valeurs. Je veux surtout qu'ils retiennent ce côté abnégation et que quand on veut vraiment quelque chose, on peut y arriver en se donnant les moyens. Ça, je trouve que c'est hyper important. Et je veux aussi qu'ils retiennent que le sport, en fait, c'est primordial pour le bien-être, pour la santé mentale. Donc, je travaille dans le sport, donc je suis convaincu de ça. Même quand j'étais pas sportif, j'en étais convaincu. Mais là, je le suis encore plus. Il faut toujours le déclic pour pratiquant. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, je pense que voilà, pour être bien dans son corps et dans sa tête, il faut absolument faire du sport. Ouais, je pense que c'est une des composantes en fait du bien-être mental. Voilà, j'ai vraiment envie qu'ils retiennent ça. Ouais. Plus que des courses. Ça, on a bien compris que le plus important, c'est au moins de terminer, mais il faut bien commencer par quelque part. Pour finir, est-ce que tu as un prochain gros kiff au niveau du sport, un prochain objectif, à part faire un Alpha Ironman avec moi, mais moi, ça fait des années que je veux que t'en fasses un avec moi, mais mais je vois que tu vas petit à petit. Petit à petit. Je suis en train de basculer. Il y a trop de monde autour de moi qui me font basculer vers l'endurance. Ouais, forcément. Non, j'ai 2 objectifs principaux cette année. J'ai le triathlon de Cannes en format L, donc en format Alpha Ironman, qui est c'est ça, parce que il y a pour ceux qui sont pas sensibilisés à l'Ironman, enfin au triathlon, Ironman c'est une marque, mais il y a d'autres triathlons, les triathlons L, ça reste la distance du Alpha Ironman, mais c'est juste qu'il n'y a pas le label Ironman. Exactement. Le dossard et donc voilà. Ouais, le dossard est de moins en moins au final. Tout est cher dans le triathlon. Ouais, ça c'est un frein par contre pour le.
parce qu'il faut acheter un vélo, il faut acheter une combinaison de natation, il faut acheter plein de choses. C'est assez cher. Mais après, honnêtement, moi j'ai commencé encore une fois avec des VTT, Décathlon. Ouais, un VTT au départ. Bon, je suis quand même passé au vélo de route assez rapidement parce que je me suis rendu compte que les pneus larges, ça passerait pas. Mais ouais, faut vraiment quand vous débutez, faut pas mettre 10 000 euros dans un vélo, ça sert à rien. Vaut mieux beaucoup rouler, même avec des vélos peu chers. Donc ouais, triathlon L de Cannes fin avril. Et après, cette année, je me suis inscrit au défi de Monte Cristo. C'est une course de natation en eau libre qui se passe vers Marseille. Avec ou sans Pierre Ninet? Sans Pierre Ninet, malheureusement. Enfin, je sais pas, hein, s'il faut, on va le croiser dans le... On le salue s'il nous écoute, hein. Dans le château. On le salue. Salut Pierre. Donc ouais, gros défi. J'ai jamais fait cette distance en natation en eau libre, 5 km. Ouais. Du coup, j'ai beaucoup axé ma préparation de début d'année sur la natation, qui aura lieu le 5 juin et qui me fait dire que je suis absolument pas prêt pour le vélo, et la course à pied de Cannes qui aura lieu dans pas longtemps. Écoute, moi je voulais te remercier sympa. parce que je sais que tu es un auditeur plus qu'assidu du podcast et que tu œuvres aussi pour le partager. Donc merci d'être venu, et en plus comme tu es un copain, ça me fait encore plus plaisir que tu aies accepté mon invitation. Bah merci à toi, c'était vraiment un plaisir de discuter en dehors du cabinet. Du cabinet, exactement. À bientôt. Merci Flo, salut. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à Benoît d'avoir pris le temps de partager son histoire. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager en story sur Instagram en me taguant, et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça aide énormément le podcast à agrandir. Merci à tous pour votre écoute et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. La baguette. Ce podcast vous est présenté par Physiodry, organisme de formation pour les kinésithérapeutes et les ostéopathes. Pour retrouver nos formations, nos ressources et bien plus encore, rendez-vous sur notre site www.physiodry.com.